Dans ce cours, on va s'intéresser aux molécules organiques, non pas pour leurs applications de pointe comme par exemple dans le domaine des médicaments, des cosmétiques ou encore des plastiques, mais simplement pour leur capacité à libérer de l'énergie lors de leur combustion, c'est-à-dire lorsqu'elles brûlent dans le dioxygène. Et les molécules bon marché qu'on brûle ainsi sont qualifiées de combustibles organiques, des molécules comme par exemple le butane, ou qu'on trouve dans le bois, ou encore l'éthanol extrait de la biomasse. Ces combustibles stockent de l'énergie qu'on libère par combustion dans le dioxygène. Et l'objectif du cours est de prévoir la quantité d'énergie libérée lors d'une combustion. On prend comme exemple dans toute la suite la combustion complète de l'éthanol. Complète signifie que le dioxygène, l'autre réactif de la combustion, est en large excès. Et dans ces conditions, les seuls produits sont le dioxyde de carbone et l'eau. Lorsqu'il s'agit de calculer comme ici l'énergie libérée par combustion, on ramène par convention l'équation chimique à une molécule de combustible. En conséquence, afin d'assurer la conservation du carbone, il doit se former deux molécules de dioxyde de carbone pour retrouver les deux atomes de carbone de l'éthanol. Et de même pour l'hydrogène, il doit se former trois molécules d'eau pour retrouver les six atomes d'hydrogène de l'éthanol. Et enfin, la conservation de l'oxygène nécessite de faire réagir trois molécules de dioxygène avec une molécule de combustible, l'éthanol, pour avoir les 7 atomes d'oxygène qu'on comptabilise parmi les produits. Et on rappelle que cette réaction libère de l'énergie qui peut provoquer des brûlures, une explosion, voire un incendie, et donc des réactions de combustion générale à réaliser de manière sécurisée. D'autre part, si le dioxygène n'est pas en quantité suffisante, comme dans des endroits confinés, la combustion peut devenir incomplète et il se forme alors du monoxyde de carbone, un gaz mortel. Avant de pouvoir calculer l'énergie libérée lors d'une combustion, il faut revenir sur la stabilité d'une molécule en général, que traduit son schéma de Lewis, comme ici pour la molécule d'ammoniac. Cette stabilité réside dans les liaisons formées entre les atomes. Et si on veut revenir à la situation d'atomes isolés, par rupture des liaisons, il est nécessaire de fournir l'énergie pour rompre chaque liaison de la molécule. Et ces ruptures sont un processus endothermique, c'est-à-dire qui absorbe de l'énergie. Et par définition, l'énergie pour rompre une liaison est appelée énergie de liaison, notée grand E, et en indice les atomes de la liaison. Et pour la liaison NH, elle vaut 391 kJ par mol, c'est-à-dire par mol de liaison à rompre. Notons que cette valeur est celle qui est mesurée lorsque molécules et atomes isolés sont tous à l'état gazeux. Inversement, le passage des atomes isolés à la molécule sera cette fois un processus exothermique, c'est-à-dire que la formation des liaisons est un processus qui libère de l'énergie. Retenons la définition générale de l'énergie de liaison entre un atome A et un atome B. C'est l'énergie pour rompre une mole de liaison et obtenir les atomes isolés. Mais c'est aussi la même énergie qui se libère lorsque ces atomes isolés se lient. Et le tableau, qui est ici, regroupe les énergies de liaison impliquées dans les combustions courantes. Par exemple, pour rompre une mole de liaison CH, il faut fournir 413 kJ d'énergie. Mais lorsqu'il se forme une mole de liaison CH, il se libère alors 413 kJ d'énergie. Nous allons pouvoir maintenant enfin évaluer l'énergie libérée par la combustion de l'éthanol et plus précisément calculer l'énergie molaire de combustion, notée ainsi, qui est par définition l'énergie transférée par combustion d'une mole du combustible, ici l'éthanol. Cette combustion signifie à l'échelle microscopique dans un premier temps la rupture de toutes les liaisons dans les réactifs, étape endothermique qui nécessite de l'énergie, et dans un deuxième temps la création des liaisons pour former les produits, étape exothermique qui libère de l'énergie. L'énergie molaire de combustion est donc la différence entre l'énergie fournie dans la première étape et l'énergie libérée dans la deuxième étape. Et comme on l'a vu avant, l'énergie pour rompre ou former une même liaison est la même, c'est l'énergie de liaison. Il faut donc pour chacune des deux étapes de la combustion additionner les énergies de liaison de toutes les liaisons, ici rompues et là créées. Ainsi, pour la première étape endothermique de la combustion, il faut compter
une fois l'énergie de la liaison carbone-carbone pour rompre la mole de liaison carbone-carbone de l'éthanol, 5 fois l'énergie de liaison carbone-hydrogène pour rompre les 5 moles de liaison carbone-hydrogène de l'éthanol, une fois l'énergie de liaison oxygène-hydrogène pour rompre la mole de liaison oxygène-hydrogène de l'éthanol, une fois l'énergie de liaison carbone-oxygène pour rompre la mole de liaison carbone-oxygène de l'éthanol, et enfin 3 fois l'énergie de liaison de la double liaison oxygène-oxygène pour rompre les 3 moles de liaison du dioxygène. Pour la deuxième étape exothermique de la combustion, il faut compter 4 fois l'énergie de la double liaison carbone-oxygène pour former les 2 moles de dioxyde de carbone et 6 fois l'énergie de liaison oxygène-hydrogène pour former les 3 moles d'eau. On remplace par les valeurs numériques données par le tableau et on trouve pour la première étape endothermique de rupture des liaisons qu'il faut fournir une énergie de 4724 kJ par mol d'éthanol qui brûle. On remplace de même dans l'étape exothermique de création des liaisons et on trouve qu'elle libère une énergie de 5962 kJ par mol d'éthanol qui brûle. Et on voit que l'énergie libérée est supérieure à l'énergie fournie. Et donc l'énergie molaire de combustion, qui est le bilan, est donc négative. Le signe moins signifie qu'il y a davantage d'énergie libérée que fournie. Et donc que la combustion est bien un processus globalement exothermique qui libère ici 1238 kJ d'énergie par combustion d'une mole d'éthanol. Pour comparer simplement les performances énergétiques de plusieurs combustibles entre eux, on définit leur pouvoir calorifique, qui est par définition l'énergie que libère 1 kg du combustible. Voyons comment calculer ce pouvoir calorifique dans le cas de l'éthanol, dont on sait maintenant qu'une mole libère 1238 kJ par combustion. Il nous faut donc connaître la masse d'une mole d'éthanol, c'est par définition la masse molaire et elle vaut 46 g par mol. C'est-à-dire qu'une mole d'éthanol pèse 46 grammes et donc que 46 grammes d'éthanol libèrent 1238 kJ par combustion. On peut donc maintenant réaliser un tableau de proportionnalité pour déterminer le pouvoir calorifique de l'éthanol, noté ainsi, et qui est l'énergie libérée par 1 kg d'éthanol, sachant que 1238 kJ sont libérés par 46 grammes à convertir en kilogrammes pour avoir les mêmes unités dans une même colonne, soit 46,010-3 kg. Le produit en croix donne un pouvoir calorifique qui est égal à 1238 kJ fois 1 kg divisé par 46 10-3 kg, c'est-à-dire 26,9 10 puissance 3 kJ par kg. On remarque que 10 puissance 3 kJ est égal à 10 puissance 6 joules, qui est égal à mégajoules, et donc un pouvoir calorifique de 26,9 mégajoules par kilogramme d'éthanol. On retient que le pouvoir calorifique, toujours positif, est égal au rapport de la valeur absolue de l'énergie molaire de combustion sur la masse molaire du combustible. Le pouvoir calorifique, usuellement exprimé en kilojoules par kilogramme, l'énergie molaire de combustion et donc en kilojoules par mol, et la masse molaire à convertir en kilogrammes par mol. En conclusion, il faut savoir qu'une combustion complète d'un combustible dans le dioxygène libère uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Et il faut savoir ajuster l'équation de la combustion à une molécule ou une mole de combustible, quitte à utiliser des fractions pour les autres nombres stoichiométriques. À partir de l'équation, il faut être capable de calculer l'énergie molaire de combustion à partir des énergies de liaison en n'oubliant aucune liaison rompue ou formée dans le détail. Il faut savoir interpréter le signe négatif de l'énergie molaire de combustion qui confirme que la combustion est un processus exothermique. Et enfin, il faut être capable, à l'aide d'un tableau de proportionnalité, de retrouver comment calculer le pouvoir calorifique d'un combustible à partir de son énergie molaire de combustion et de sa masse molaire.
Un petit prolongement pour finir sur l'origine des combustibles usuels. Tout d'abord les combustibles fossiles, formés au cours de durées très longues de plusieurs millions d'années par décomposition de la matière organique, comme le charbon, le gaz naturel ou encore le pétrole. Une remarque sur le pétrole, qui est un mélange très complexe d'hydrocarbures, notamment des alcanes, et qui est distillé dans une raffinerie, dans une colonne à distiller, et qui permet de séparer, grâce à leur température d'ébullition différente, ces composants combustibles comme l'essence, le kérosène, le gazole. Et une fraction de la distillation est la matière première de la pétrochimie, c'est-à-dire du monde des médicaments ou encore des plastiques. Et le résidu le moins volatile de la distillation est le bitume qui est utilisé pour le revêtement des routes. Se développent de plus en plus, pour des raisons écologiques, les combustibles issus de la biomasse comme le bois ou l'éthanol issu de la fermentation des sucres de végétaux comme la betterave ou encore le biogaz issu de la méthanisation, procédé qui consiste à décomposer les déchets ménagers ou agricoles sous l'action de micro-organismes en l'absence de dioxygène. Mais qu'ils soient d'origine fossile ou de la biomasse, les combustibles libèrent par combustion du dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre à l'origine du dérèglement climatique et qui ne pourra donc être corrigé que grâce à une utilisation drastiquement réduite de tous ces combustibles. Néanmoins, l'empreinte carbone des combustibles de la biomasse est très faible car le dioxyde de carbone émis par combustion a été absorbé avant par la plante au cours de la photosynthèse, alors que les combustibles fossiles rejettent des quantités astronomiques de dioxyde de carbone sur une courte période, mais qui ont mis des millions d'années à être absorbés.